Bonjour chers amis, c'est M. Zulou Ngwakile Kejier, professeur au complexe scolaire La Sagesse. Nous sommes là dans le cadre de notre cours de comptabilité analytique de gestion. Ce cours est destiné aux élèves de 6e année commerciale et gestion. Et je voudrais vous donner la synthèse de toutes les matières que nous avions étudiées depuis le mois de septembre de l'année passée ou de l'année 2019 jusqu'au mois de mars de cette année ou 2020. Alors, je voudrais rappeler les notions que nous avions déjà étudiées. Alors, quelles sont les matières que nous avons déjà étudiées? Je voudrais commencer premièrement par le premier chapitre. Le premier chapitre de notre cours de comptabilité analytique analytique de gestion. Notre premier chapitre, c'est le service comptable. Le service comptable. Nous avions commencé par le service comptable, notre premier chapitre en comptabilité analytique de gestion. Et je voudrais vous donner les grandes lignes de ce premier chapitre. Mais avant de pouvoir vous donner les grandes lignes de ce premier chapitre, je voudrais vous présenter la structure du chapitre. Le service comptable, quels sont les différents points que nous avions eu à développer dans le service comptable? En d'autres termes, quelle est la structure de ce chapitre, le service comptable? Il y a deux points. Le premier point, c'est la définition de concepts de base. La définition des concepts de base. Le second, c'est les objectifs fondamentaux. Les objectifs fondamentaux de la comptabilité analytique de gestion. Alors, concernant le premier point, le point 1, c'est la définition de concepts de base. Quels sont les concepts de base relatifs au service comptable? Le premier concept de base, c'est l'entité. Entité. Deuxième concept de base à définir, c'est la comptabilité analytique de gestion. Troisième concept à définir, c'est l'organisation comptable. L'organisation comptable. Quatrième concept à définir, c'est le plan comptable. Les plans comptables. Et le cinquième et dernier concept à définir, c'est plan des comptes. Plan des comptes. Donc, voici les différents concepts de base à définir. Ce sont des concepts de base relatifs au service comptable. En d'autres termes,
on peut parler du service comptable, tout comme on peut parler du service de comptabilité dans une entreprise. Alors, comment on peut définir une entité? Auparavant, avant les réformes, le concept entité était remplacé, ou à la place du concept de l'entité, on utilisait le concept entreprise. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'OHADA, on ne parle pas de l'entreprise, bien au contraire, on parle de l'entité. Une entité, par définition, c'est un ensemble organisé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qui permettent l'exercice d'une activité économique en poursuivant un objectif. Donc, lorsqu'on parle de l'entité, on voit une ou plusieurs personnes physiques, une ou plusieurs personnes morales, et lesquelles personnes morales permettent l'exercice d'une activité économique tout en poursuivant un objectif. Et quel est l'objectif que l'on poursuit dans l'entité? Un objectif purement économique, c'est le profit. Les profits. Les profits, c'est l'objectif pour lequel une entité est créée. Alors, lorsqu'on crée une entité, on doit organiser une entité qui est créée. Et comment on doit organiser une entité? C'est-à-dire, on doit créer les différents services ou on doit créer les différentes directions pour faire fonctionner une entité. Par exemple, je voudrais ici parler, par exemple, de la direction générale. Il y a, par exemple, direction financière, direction marketing et commerciale, direction de production, direction de ressources humaines, direction informatique. Et dans la direction financière, on peut avoir 2 ou 3 services. Tout dépend de la taille de l'entité. Par exemple, dans la direction financière, on peut avoir un service de comptabilité. Service de comptabilité. Et lorsqu'on parle du service de comptabilité ou service comptable, on a la comptabilité. C'est pourquoi je voudrais définir la comptabilité analytique de gestion. À titre de rappel, lorsqu'on parle de la comptabilité analytique de gestion, il s'agit de l'étude de coûts et de coûts de revient, où il s'agit de l'étude de charges, des dépenses qui doivent être engagées par une entité. Donc, dans la comptabilité analytique de gestion, on doit analyser, on doit étudier les différentes charges de l'entreprise. On doit également étudier ou on doit également analyser les différents coûts de l'entreprise, afin de dégager les résultats analytiques. Donc, dans la comptabilité analytique de gestion, il s'agit d'étudier les charges, les différents coûts de l'entreprise, ainsi que de dégager les résultats analytiques de gestion. Contrairement en comptabilité générale, où on ne calcule pas, on ne dégage pas les résultats analytiques, mais en comptabilité générale, on dégage un résultat qui est global. C'est ça la vision lorsque vous organisez la comptabilité générale. La vision, c'est dégager un résultat global. Mais lorsque vous organisez la comptabilité analytique de gestion, le résultat visé n'est pas global. Bien au contraire, le résultat visé est partiel ou détaillé ou encore analytique. Nous avons également parlé de l'organisation comptable. Qu'est-ce qu'on appelle organisation comptable? Lorsqu'on parle de l'organisation comptable, il s'agit de l'ensemble des procédures mises en place. Lorsqu'on parle de procédures, il s'agit des procédures administratives et comptables. Donc, dans l'organisation comptable, il s'agit des procédures. Lorsqu'on parle de procédures, il s'agit des règles, des normes établies pour remplir correctement les fonctions comptables. Parce qu'on ne peut pas remplir les fonctions comptables s'il n'y a pas une procédure, s'il n'y a pas les règles, s'il n'y a pas les normes. Donc, on commence d'abord par mettre en place les règles, les normes pour remplir correctement les fonctions comptables.
Nous avions également parlé du plan comptable. Et je voudrais ici établir une différence entre plan comptable et plan des comptes. Le plan comptable, c'est l'ensemble des règles et modalités. Contrairement au plan des comptes, le plan des comptes, c'est une liste. C'est le plan comptable qui crée le plan des comptes. Donc, le plan comptable, c'est les règles et modalités qui créent le plan des comptes. Mais le plan des comptes, c'est toute une liste. C'est des concepts différents. Alors, nous avions terminé le premier point sur la définition des concepts de base. Rapidement, je voudrais prendre le deuxième point, c'est les objectifs fondamentaux de la comptabilité analytique de gestion. Deuxième point de notre premier chapitre, le service comptable, c'est les objectifs. Les objectifs fondamentaux de la CAGE. CAGE, c'est comptabilité analytique de gestion, autrefois appelée comptabilité analytique d'exploitation. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'OHADA, on ne parle plus de la comptabilité analytique d'exploitation CAIE, mais bien au contraire, on parle de CAGE, comptabilité analytique de gestion. Alors, quels sont les objectifs de la comptabilité analytique de gestion? La comptabilité analytique de gestion poursuit trois objectifs. Le premier, c'est la comptabilité analytique de gestion est un outil de calcul des coûts. Un outil de calcul de coûts. La comptabilité analytique de gestion est un outil de prise de décision. La comptabilité analytique de gestion est un outil de contrôle. Donc, c'est ça les objectifs. C'est-à-dire, quand vous organisez la comptabilité analytique de gestion dans votre entité, il y a les objectifs pour lesquels cette comptabilité est organisée. Le premier, c'est un outil de calcul des coûts. Et je vous ai dit, dans la définition de la comptabilité analytique, il s'agit de calculer les coûts. C'est un outil de prise de décision. C'est-à-dire, l'entrepreneur, le patron d'une entité, prend une décision sur base des informations lui fournies par la comptabilité analytique de gestion. C'est-à-dire, les comptables qui tiennent la comptabilité analytique de gestion donne des informations, fournit des informations au patron d'une entité et lesquelles informations lui permettent de prendre des décisions. Et c'est aussi un outil de contrôle. Si on veut contrôler une entité, on passe par la comptabilité analytique de gestion. C'est notre premier chapitre que nous avions étudié. S'il n'y a pas de questions à poser, nous prenons le second chapitre. Alors, nous prenons notre deuxième chapitre, c'est les fonctions dans l'entité. Quels sont les points que nous avions eu à développer dans ce chapitre sur les fonctions dans l'entité? Je voudrais vous présenter la structure du chapitre de les fonctions dans l'entité. Rapidement, les fonctions dans l'entité. Les fonctions dans l'entité. Quelle est la structure du chapitre? Le premier point, c'est la définition d'une fonction. La définition d'une fonction. Le second, c'est la classification des fonctions. La classification des fonctions. Donc, voici
deux points que nous avions eu à développer dans le chapitre sur les fonctions de l'entité. Alors, je prends le premier, définition d'une fonction. Je vous ai dit dans le premier chapitre qu'une entité doit être créée. Et lorsque vous créez une entité, il faut faire fonctionner cette entité. D'où la fonction d'une entité. En d'autres termes, les fonctions dans l'entité. Alors, comment on peut définir une fonction? En fait, une fonction est en réalité une division de l'entité. Une division de l'entité économique dans laquelle s'exercent les activités. Une fonction, c'est une division de l'entité économique dans laquelle s'exercent les activités. C'est-à-dire, vous devez diviser votre entité. Dès lors que vous créez votre entité, elle doit être divisée pour assurer le fonctionnement de l'entité. Alors, le deuxième point, c'est la classification. La classification des fonctions. Nous avions dit une fonction, c'est en réalité une division de l'entité économique dans laquelle s'exercent les activités. Mais là, quelles sont les différentes classifications des fonctions? Nous avons des grandes classifications des fonctions. Nous avons les fonctions principales ou vitales. Nous avons également les fonctions auxiliaires. Les fonctions auxiliaires, secondaires, fonctions d'appoint, fonctions d'aide, et j'en passe. Mais là, concernant les fonctions principales ou vitales, comment on peut définir les fonctions principales ou vitales? Les fonctions principales ou vitales sont celles qui assurent la survie d'une entité. C'est pourquoi nous avons la présence de vitales. Sont celles qui assurent la survie d'une entité qui se crée. Maintenant, ça dépend de quel type d'entité qui vient d'être créée pour sa survie. Alors, nous avons les fonctions principales ou vitales dans une entité commerciale et nous avons également les fonctions principales ou vitales dans une entité industrielle. Entité commerciale. Alors, quelles sont les fonctions principales ou vitales dans une entité commerciale? Nous avons par exemple la fonction achat ou approvisionnement. Nous avons la fonction vente ou distribution. Donc, nous n'avons que deux fonctions dans une entité, deux fonctions principales ou vitales dans une entité commerciale. Fonction achat ou approvisionnement, c'est une fonction qui consiste à assurer l'approvisionnement à l'entreprise. Approvisionnement en marchandises. Et lorsqu'on parle de la fonction vente ou distribution, c'est une fonction qui consiste à mettre, à écouler ou à vendre les marchandises achetées par l'entité. Donc nous n'avons que deux fonctions. Alors contrairement, dans une entité industrielle, quelles sont les fonctions principales ou vitales? Nous avons la fonction achat ou approvisionnement
nous avons la fonction production ou fabrication, et nous avons la fonction vente. Nous avions dit dans l'entité commerciale, lorsqu'on parle de la fonction achat ou approvisionnement, il s'agit d'acheter les marchandises, assurer l'approvisionnement en marchandises à l'entreprise. C'est la même chose pour l'entité industrielle. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? Ici, nous avons la présence de la fonction production. C'est ça l'élément caractéristique d'une entité industrielle. Parce qu'on ne parle pas de la fonction production dès lors qu'il s'agit d'une entité commerciale. On parle de la fonction production lorsque nous sommes dans une entité industrielle. La production, ici, il s'agit de faire quoi? Ici, on ne parle pas des marchandises. Dans une entité industrielle, on parle des matières. Ici, on parle des marchandises. Ici, on achète les matières, toutes les matières. Et je voudrais vous rappeler aussi que nous avions parlé des matières premières, des matières d'emballage, des matières consommables ou de consommation. Il y a aussi les matières d'empaquetage. Et ces matières achetées par l'entité industrielle doivent être transformées. C'est pourquoi nous parlons de la fonction production. Doivent être transformées en produits finis. Et enfin, la vente de ce produit fini. Je vous donne un exemple. Vous achetez par exemple la farine. La farine, c'est une matière première et qui doit être transformée en pain, et en beignets, et ainsi de suite, au niveau de la production, et enfin, la vente. Donc, ça, ce sont les fonctions principales ou vitales. Alors, je voudrais maintenant prendre la deuxième classification des fonctions, c'est les fonctions auxiliaires, secondaires, d'appoint ou d'aide. Alors, concernant les fonctions auxiliaires, secondaires, d'appoint ou d'aide, nous avons, par exemple, la fonction ADEME. On a également la fonction financière. Nous avons la fonction comptable. Nous avons la fonction des relations sociales. La fonction des relations sociales. Nous avons la fonction d'hygiène et sécurité. Hygiène et sécurité. Il y en a beaucoup, hein? La liste n'est pas exhaustive. Nous avons également la fonction de la fonction informatique, la fonction de la centrale électrique. Ce sont là les fonctions auxiliaires, secondaires, d'appoint ou d'aide. Et ce sont les mêmes fonctions qu'on retrouve dans l'entité commerciale, tout comme dans l'entité industrielle. Nous avions fini avec le deuxième chapitre sur les fonctions dans l'entité. Nous prenons le troisième chapitre. Nous prenons notre troisième chapitre, c'est les notions des coûts et des coûts de revient. Nous avions également étudié les notions de coûts et des coûts de revient. Rapidement, quelle est la structure du chapitre? La structure du chapitre sur les notions des coûts et des coûts de revient est la suivante. Le premier point, c'est la définition du coût. Définition du coût. Deuxième, les sortes ou les classifications des coûts. Sortes ou classification des coûts. Donc, voici. Et le dernier, c'est les coûts de revient. Les coûts de revient. C'est la structure du chapitre. Alors, le premier point, c'est
la définition du coût. Comment on peut définir? Nous avions dit en classe que un coût correspond au total des charges, ou c'est le total des charges correspondant à un moment donné à un objet. Le total des charges correspond à un moment donné à un objet, à un service, à une prestation de service, à une fonction pris dans un stade intermédiaire. Je rappelle, un coût est le total des charges à un moment donné correspondant à un produit, à une fonction, à une prestation de service pris dans un stade intermédiaire. Cela signifie qu'une entité engage les dépenses. Et ces dépenses doivent s'arrêter à un moment donné. C'est ça le sens de stade intermédiaire. C'est-à-dire, vous voulez réaliser une activité économique, vous voulez produire, vous voulez fabriquer un bien ou un objet, vous devez engager les dépenses. Mais lesquelles dépenses doivent s'arrêter quelque part, doivent s'arrêter dans un stade intermédiaire. Donc on n'arrive pas au stade final de livraison. C'est ça le sens des coûts, les totales des charges. En d'autres termes, l'ensemble des charges que l'entité engage pour produire un bien. Mais ces dépenses-là doivent s'arrêter quelque part, doivent s'arrêter dans un stade intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au stade final de livraison au client. Mais quelles sont les différentes classifications d'un coût? Deuxième, sorte ou classification. Nous avions parlé du coût réel, nous avions parlé du coût préétabli, coût standard, coût fonctionnel. Par exemple, le coût fonctionnel, c'est quoi? C'est le coût ou les charges engagées pour faire fonctionner une direction d'une entité. Il y a le coût fixe, variable, le coût fixe ou coût de structure, il y a le coût variable ou coût proportionnel, il y a le coût global, il y a le coût unitaire, les coûts liés au temps, les coûts non liés au temps, le coût différentiel, le coût marginal, et ainsi de suite. L'élément qui nous concerne, c'est le coût de revient. CR. Le premier point, c'est le coût. Deuxième sorte. Troisième, c'est le coût de revient. Quelle est la différence que l'on peut élaborer, que l'on peut établir entre coût et coût de revient? Les coûts de revient, par définition, c'est l'ensemble des dépenses engagées par une entité économique pour produire un bien ou un service destiné au client. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit du coût de revient, on arrive au stade final de livraison. Mais lorsqu'il s'agit du coût simplement, on n'arrive pas au stade final de livraison. Ici, on arrive au stade intermédiaire. Mais ici, on engage les dépenses pour produire un bien ou un service jusqu'au stade final de livraison du produit au client. C'est ça la différence ou la nuance entre coût et coût de revient. Voilà la synthèse du troisième chapitre. Je voudrais prendre rapidement le quatrième chapitre sur les éléments constitutifs des coûts et des coûts de revient. Nous prenons notre quatrième chapitre. Rapidement, éléments constitutifs du coût et du coût de revient. Alors, quelle est la structure du chapitre? La structure du chapitre est la suivante. Nous avions commencé par les composantes des coûts. Les composantes des coûts. Le deuxième, c'est le deuxième point. Le premier, c'est les composantes de coûts. Le deuxième point,
nous allons prendre le traitement de charges indirectes. Le traitement de charges indirectes et c'est fini. Alors, au premier point, on parle des composantes des coûts. Alors, quels sont les éléments qui composent les coûts? Les éléments qui composent les coûts sont les suivants. Nous avons les composantes des coûts. Les composantes des coûts. Les éléments qui composent les coûts, nous avons les charges incorporables, nous avons les charges non incorporables, nous avons les charges supplétives. Mais par définition, qu'est-ce qu'on appelle les charges incorporables? Les charges incorporables, ce sont des charges qui doivent être incorporées au coût. D'abord, avant d'être incorporées, ce sont des charges qui proviennent de la comptabilité générale. Parce que la comptabilité générale fournit les informations à la comptabilité analytique de gestion. C'est deux disciplines sœurs, deux disciplines complémentaires. Donc, les charges incorporables proviennent de la comptabilité générale. Donc, elles sont communiquées à la comptabilité analytique de gestion et dans la comptabilité analytique de gestion, elles doivent être incorporées au coût. Et dès lors qu'elles sont incorporées au coût, on parle de charges d'exploitation. On parle de charges d'exploitation et financières. Quand est-ce qu'on parle de charges d'exploitation et financière? Dès lors que les charges incorporables sont incorporées au coût. Le concept qui est utilisé, c'est incorporer. Mais s'il faut utiliser un terme très simple, c'est introduire. Mais le concept comptable technique, on ne peut pas parler d'introduire, on dit incorporer. Mais là, contrairement aux charges non incorporables, les charges non incorporables, ce sont des charges qui ne doivent pas être incorporées au coût sans calcul intermédiaire. Sans calcul intermédiaire. D'ailleurs, avant d'aller aux charges non incorporables, ici, il y a deux éléments importants que je voudrais aussi parler. Ici, il y a deux charges. Il y a les charges directes. Il y a les charges indirectes. Les charges indirectes se trouvent dans les charges d'exploitation et financière. Et on parle des charges d'exploitation et financière dès lors que les charges incorporables sont incorporées au coût. Mais quelle est la différence entre charges directes et indirectes? Les charges directes sont celles affectées immédiatement. Par contre, les charges indirectes sont celles qui ne sont pas affectées immédiatement au coût. Les charges non incorporables sont des charges qui ne doivent pas être incorporées sans calcul intermédiaire. Tout comme les charges indirectes. Je voudrais ici prendre les éléments supplétifs. Mais avant de prendre les éléments supplétifs, encore un mot sur les charges non incorporables. Les charges non incorporables, ce sont des charges, sont celles qui ont un caractère non récurrent, c'est-à-dire non habituel, et qui ne se rapportent pas à l'activité normale et courante de l'entité. Les charges non incorporables sont celles qui ne se rapportent pas à l'activité normale et courante de l'entité, contrairement aux charges incorporables qui se rapportent à l'activité normale et courante de l'entité. Alors, je voudrais prendre les charges supplétives. Qu'est-ce qu'on appelle charges supplétives? Les charges supplétives, ce sont des charges, en d'autres termes, fictives. Des charges fictives.
les charges non enregistrées en comptabilité générale, mais qui correspondent au calcul des coûts. Par exemple, des charges supplétives, par exemple, la rémunération théorique de l'entrepreneur, par exemple, la rémunération des capitaux propres investis. Je vous donne un exemple. Vous créez votre entité et c'est vous qui êtes le patron de cette entité. Si vous étiez salarié, vous auriez un salaire. Alors l'argent qu'on vous donnerait s'appellerait rémunération fictive de l'entrepreneur. Parce qu'on vous paye. Vous travaillez comme salarié, mais votre entité vous appartient. Donc vous aurez un salaire qui s'appellerait charge supplétive ou rémunération de l'entrepreneur faisant partie des charges supplétives. Parce que dans les charges supplétives, nous avons deux éléments. Il y a la rémunération théorique de l'entrepreneur et puis la rémunération des capitaux propres. Alors, rapidement, je voudrais donner les exemples de charges non incorporables. Exemple, frais d'augmentation du capital, frais d'émission d'obligations, frais de constitution. Ça, ce sont les exemples des charges non incorporables. Exemple de charges incorporables, il y a par exemple les consommations d'électricité, charges de personnel, assurance, impôts, ainsi de suite. Nous prenons maintenant le 5e chapitre rapidement. Le chapitre 5, c'est la détermination du prix des ventes. Chapitre 5, c'est la détermination du prix des ventes. Prix des ventes. Ici, nous avons deux points à développer, ou la structure du chapitre. Premier point, c'est la définition du PV. PV, c'est le prix des ventes. Et il peut être aussi remplacé par chiffre d'affaires. Deuxième point, c'est détermination du prix des ventes. Détermination du prix des ventes. Alors, concernant le premier point, sur la définition du PV ou du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on appelle prix des ventes ou chiffre d'affaires? En d'autres termes, sur le plan économique, les deux concepts ne signifient pas la même chose. Mais en comptabilité, le PV peut être remplacé par le chiffre d'affaires. Le prix de vente, c'est la valeur d'échange d'un bien économique. C'est la valeur du marché, la valeur de commercialisation, la valeur du produit. J'ai acheté un produit et je voudrais le revendre sur le marché. Les prix que vous attribuerez à ces produits s'appelleraient prix de vente, la valeur d'échange. Ou chiffre d'affaires. Mais seulement lorsqu'on dit chiffre d'affaires, en économie, la définition change. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des recettes de vente. C'est l'ensemble des recettes de vente, ou non, réalisées par l'entité économique. Alors, concernant le deuxième point, la détermination du prix des ventes. Comment peut-on déterminer le prix des ventes? Et pour déterminer le prix des ventes, on tient compte des marchés. On ne peut pas fixer le prix des ventes si on n'a pas la maîtrise du coût de revient. Si on n'a pas la maîtrise du prix des reviens. Donc, la détermination du prix des ventes est liée à la maîtrise du coût de revient. C'est-à-dire, pour fixer le prix des ventes, il faut tenir compte du prix des reviens. Je crois que nous avons déjà parlé du prix des reviens. Les prix des ventes, c'est les prix des reviens
certaines personnes parlent, ça dépend d'un notaire à un autre, on peut parler des prix de revient ou coût de revient, plus ou moins erné. Ou chiffre d'affaires, coût de revient, plus ou moins erné. Les résultats nets d'exploitation. Les résultats nets d'exploitation. Prix de revient, coût de revient. Prix des ventes. C'est-à-dire, c'est sur base du prix des revient qu'on détermine le prix des ventes. On ne peut pas fixer le prix des ventes par rapport à un marché si on n'a pas la maîtrise du prix des revient. Alors, pourquoi plus ou moins? C'est parce que soit on peut réaliser un bénéfice, soit on peut réaliser une perte. Si par exemple, il s'agit d'un bénéfice, on aura prix des ventes est égal à PR plus RNé dans le cadre du bénéfice. Mais si l'entité réalise une perte, prix des ventes est égal à PR moins RNé dans le cadre de la perte. Alors, le RNé, c'est le bénéfice ou les résultats pris globalement. Parce que dans le résultat, nous avons des natures. Il y a le résultat positif et le résultat négatif. Le résultat positif, c'est le bénéfice. Et le résultat négatif, c'est la perte. Alors, le RNé qui est comme résultat peut s'exprimer en pourcentage. S'il s'exprime en pourcentage, on parle de la rentabilité. Et comment maintenant on détermine cette rentabilité? La rentabilité économique, c'est-à-dire c'est le résultat qui s'exprime en pourcentage. La rentabilité économique est égale résultat fois 100 sur PV. Ou les résultats, si je peux décomposer ça, ou PV moins PR fois 100 sur PV. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le prix des ventes. Mais seulement aussi, il faut tenir compte de quel type de marché. Il s'agit de quel type de marché. Nous avons 3 marchés. Il y a les marchés concurrentiels. Les marchés concurrentiels. Nous avons les marchés non concurrentiels. Et nous avons les marchés réglementés. Marchés réglementés. Les marchés concurrentiels. Dans concurrentiel, nous avons la concurrence. La concurrence, c'est la compétitivité, c'est la compétition. Et comment on peut définir la concurrence? La concurrence, en d'autres termes, c'est une situation dans laquelle, d'une part, les acheteurs entrent et font la compétition, et d'autre part, les vendeurs entrent et font aussi la compétition. Et cette compétition peut porter soit sur le prix, sur la qualité d'un produit. Alors, sur les marchés concurrentiels, qu'est-ce qui se passe? Ici, il s'agit, on trouve plusieurs entreprises vendeuses. Et chaque entreprise fixe le prix des ventes à sa manière. C'est ça le sens des concurrences. C'est-à-dire nous sommes en compétition. Exemple, Bralima et Bracongo. Exemple, Orange et Vodacom. C'est une concurrence, c'est une compétition. Contrairement au marché non concurrentiel. Ici, on trouve une entreprise seule, vendeuse, qui est libre de fixer le prix des ventes. Mais ici, on en a plusieurs qui fixent, chaque entreprise fixe le prix des ventes à sa manière. Mais le marché réglementé ici maintenant, lorsqu'on parle du marché réglementé, il s'agit, c'est l'État qui fixe le prix. Il ne s'agit pas des entreprises qui fixent le prix, c'est plutôt les entreprises qui se réfèrent au prix fixé par l'État. Par exemple, le prix du carburant. Le prix du carburant n'est pas fixé par n'importe qui, par les entreprises. C'est-à-dire qu'on doit se référer à la tarification établie par l'État. Alors, c'est ça les différentes formules concernant la détermination du prix des ventes. Et s'il faut développer celle-ci, parce que je vous ai dit, on ne peut pas fixer le prix des ventes si on n'a pas la maîtrise du prix des revenus. Alors, je peux prendre prix des ventes égale prix des revenus plus ou moins RNé.
J'ai dit plus ou moins, soit ça peut être bénéfice ou perte. Mais je peux tirer le PR ici. PR est égal à prix de vente. Bon, plus ou moins aussi R né. Pourquoi plus ou moins? PR est égal à PV moins R né s'il s'agit du bénéfice. Et PR est égal à PV plus R né s'il s'agit de la perte. Alors, nous allons faire un exercice concernant le prix des ventes. Nous prenons le point 4, c'est un exercice que je voudrais donner sur la détermination du prix des ventes. Et dans cet exercice, on parle du prix des revenus et du rendement économique. Je voudrais lire rapidement cet exercice. Le prix des revenus est de 560 000 francs et le rendement économique de 30%. Si l'entreprise accorde une remise de 5%, la rentabilité sera de, première assertion, 26,3%, deuxième assertion, 25%, troisième assertion, 30%, quatrième assertion, 35%, cinquième assertion, 26%. Nous passons maintenant à la résolution de cet exercice. Nous avons donné à gauche, au milieu c'est inconnu et à droite formule. Quelles sont les données? Le prix des revenus est de 560 000 francs. La première donnée dans cet exercice, c'est le prix des revenus. Le prix des revenus, 560 000 francs. Et le rendement économique de 30%. La deuxième donnée, c'est rendement économique. Rendement économique, en d'autres termes, peut s'appeler aussi rentabilité économique. En comptabilité, rendement économique est synonyme de la rentabilité. Mais seulement lorsque nous sommes en économie, les deux concepts ne signifient pas la même chose. Alors lorsqu'on dit rendement économique, le rendement économique peut être aussi remplacé par la rentabilité économique en économique. Rentabilité économique 30%. Et le rendement économique ou la rentabilité économique, par définition, c'est le bénéfice qui s'exprime en pourcentage ou les résultats qui s'expriment en pourcentage. Et dans le résultat, nous avons le bénéfice et la perte. Dans cet exercice, le troisième élément, c'est la remise. La remise de 5%. Nous avons fini avec les données. Notre inconnu, c'est la rentabilité. La rentabilité. Quelle est la formule pour déterminer la rentabilité? La formule pour déterminer la rentabilité est la suivante. La rentabilité économique ou rendement économique, c'est résultat fois 100 sur PV. PV, c'est le prix des ventes. Ou je peux décomposer ce résultat ici. La rentabilité économique ou rendement économique, c'est PV moins PR, les tout multipliés par 100 sur PV. Ou rentabilité économique ou rendement économique, le PV peut être remplacé par chiffre d'affaires, le PR par CR, CR c'est le coût de revient, les tout multipliés par 100 sur CA. C'est la formule. Et je vous ai parlé de la rentabilité dans la détermination du prix des ventes. Application numérique. Application numérique. Alors, je voudrais répondre à la formule de la rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est
PV moins PR, les tout multiplié par 100 sur PV. Alors, quels sont les éléments qui se trouvent dans la formule de la rentabilité? Nous avons les PV et les PR. Est-ce que dans les données, nous avons un PR? Oui, le PR est là. Le PR est égal à 560 000 francs. Est-ce que nous avons les PV? Les PV n'est pas là, il faut chercher le prix des ventes. Et dès lors que nous avons les prix des ventes, alors nous allons calculer la rentabilité économique. Mais comment trouver le prix des ventes? Il faut maintenant chercher la formule du prix des ventes. Comment on peut déterminer le prix des ventes? Le prix des ventes égale au prix des reviens plus ou moins R né. Plus ou moins R né. Pourquoi plus ou moins? Le prix des ventes est égal à PR plus R né si il s'agit du bénéfice. Je mets plus s'il s'agit du bénéfice. Au cas contraire, PV est égal à PR moins R né s'il s'agit de la perte. Donc, voici la formule du prix des ventes. Maintenant, nous allons maintenant déterminer le prix des ventes. Et dès lors que nous avons le prix des ventes, nous allons remplacer dans la formule de la rentabilité économique. Maintenant, comment on va déterminer le prix des ventes? Le prix des ventes est égal à PR moins R né. Le prix des ventes est égal à PR plus R né. Parce qu'il s'agit du bénéfice. Parce que s'il s'agissait de la perte, on allait préciser dans l'exercice. Comme on n'a pas précisé, le rendement économique ici, c'est le bénéfice. Mais si par exemple on avait dit le rendement économique c'est moins 30%, là on parlerait de la perte. Comme on n'a pas dit moins 30, on a dit seulement le rendement économique est de 30%, c'est-à-dire il s'agit du bénéfice. Alors, rendement économique est égal à 30%. Maintenant, on se pose la question. Le PR, 560 000. Rentabilité ou rendement économique, 30%. Comment calculer le prix des ventes? Alors, il faut recourir à une autre méthode. Comment peut-on recourir à une autre méthode? Le prix des ventes s'exprime toujours en 100%. PV est égal à 100%. Et nous avons une rentabilité économique 30%. Rentabilité économique, c'est le résultat qui s'exprime en pourcentage. Dans le résultat, nous avons la perte et le bénéfice. Alors, facilement, on peut déterminer le PR en pourcentage. Comment déterminer le PR en pourcentage? PR est égal prix des ventes moins R né. Le R né ici, c'est ça la rentabilité économique. Seulement, le R né, on emploie rentabilité économique si le R né s'exprime en pourcentage. Alors, le PR est égal à PV. Le PV en pourcentage, c'est 100%. Et le R né ici, qui s'appelle également rentabilité économique en pourcentage, c'est 30%. Alors, le PR est égal à 70%. Donc, nous avons trouvé le prix des reviens en pourcentage. Mais nous avons déjà le prix des reviens ici qui est égal à 560 000 francs. Donc, règle de 3 simple, 70% du prix des reviens représente 560 000. Le prix des reviens, c'est 70% et qui représente 560 000. 1% du PR représenterait, si 70% représente 560 000, le 1% représenterait 560 000 divisé par 70. Ça donne combien? Calculez rapidement. 8 000. Et les 100% maintenant, les 100% du PV ou chiffre d'affaires représenteraient combien? Donc nous prenons ici les 8 000 multipliés par 100. C'est 800 000. Donc nous avons trouvé les prix des ventes. Les prix des ventes en pourcentage représentent 100%. Mais le PR
560 000. Les PV, 800 000. Alors, on peut aussi déterminer les 30%. Quelque part, on a dit rentabilité économique 30%. Cette rentabilité, c'est ça le résultat dans lequel nous avons la perte et les bénéfices. 30% de la rentabilité économique. 30% de la rentabilité économique. Ça donne 240 000. Alors, on calcule maintenant la rentabilité économique demandée ici. Notre inconnu, c'est le résultat. C'est PV moins PR, le tout fois 100 sur PV. PV, c'est combien? 800 000. PR, c'est combien? 560 000. Les tout multiplié par 100 sur 800 000. Calculez. Ça donne 240 000 ici, multiplié par 100, divisé par 800 000, 30%. Donc, notre rentabilité économique est de combien? Est de 30%. Donc, c'est la troisième assertion. Je crois que nous avons fini. S'il n'y a pas de questions à poser, on peut passer à un autre numéro des exercices. Nous prenons le deuxième exercice. Après la vente de ces produits finis, une entité réalise un pourcentage rapproché à la valeur finale de 25%. Le prix de revient représente 3/5 du chiffre d'affaires net majoré de 13 000 francs. La valeur finale vaut, première assertion, 36 000 francs congolais. Deuxième assertion, 44 000 francs. Troisième, 45 000 francs. Quatrième, 48 000 francs. Cinquième et 52 000 francs. Nous passons à la résolution de cet exercice. Il y a les données inconnues et puis formule. Alors, quels sont les éléments qui vont nous permettre de calculer la valeur finale? Le premier élément, c'est le pourcentage rapproché à la valeur finale. Je voudrais vous dire que la rentabilité économique dont il était question dans la détermination du prix des ventes peut être aussi appelée pourcentage de bénéfice. Donc, lorsqu'on parle du pourcentage rapproché à la valeur finale, les pourcentages dont on parle dans cet exercice, c'est la rentabilité économique. Donc, à la place de la rentabilité économique, on a préféré utiliser pourcentage. Rentabilité économique égale 25% pourcentage rapproché à la valeur finale. La valeur finale est synonyme du prix des reviens. Cela signifie la rentabilité ici dégagée de 25%, c'est sur le prix des reviens. Donc, je mets à côté le prix des reviens. Le prix des reviens, en d'autres termes, c'est la valeur finale. Donc, l'entité a réalisé 25% du prix des reviens, 25% de la rentabilité économique sur le prix des reviens. Le prix des reviens en question maintenant représente PR 3/5 du chiffre d'affaires net majoré. Majoré, c'est plus. Si on avait dit minoré, on mettrait ici moins. Majoré de 13 000, donc plus 13 000. 3/5 du chiffre d'affaires net plus 13 000. On nous demande de calculer la valeur finale. La valeur finale, c'est le prix des reviens. Comme le prix des ventes, en d'autres termes, c'est la valeur maximale, la valeur d'échange, la valeur de commercialisation, le prix du marché.
Maintenant, quelle est la formule pour calculer le prix des reviens, pour trouver le prix des reviens? Le prix des reviens égale au prix des ventes plus ou moins R net. Le R net, c'est le résultat net d'exploitation. Le R net, c'est la rentabilité économique. Le R net, en pourcentage, s'appelle rentabilité économique. Mais pourquoi plus ou moins? Parce que le résultat des natures, soit le résultat est positif, c'est le bénéfice, soit le résultat est négatif, c'est la perte. PR est égal à PV moins R net. Je mets le signe moins s'il s'agit du bénéfice. PR est égal à PV plus R net. Je mets le signe plus s'il s'agit de la perte. Mais parce qu'on aura aussi besoin du prix des ventes, je voudrais aussi mettre la formule du prix des ventes. Le prix des ventes par la formule, c'est le PR plus ou moins R net. Le PV est égal à PR. Je mets plus R net s'il s'agit du bénéfice. Le PV égale PR moins R net s'il s'agit de la perte. Donc, voici les différentes formules que nous allons exploiter dans la partie application numérique. Application numérique. Le PR est égal à PV plus R net. Je vous ai dit, si il s'agissait de la perte, on allait préciser. Mais parce qu'on n'a pas précisé, il s'agit du bénéfice. Je prends la formule du PR où il s'agit du bénéfice. PR égale PV moins R net. Est-ce que le PV dans les données, on en a? Non. Je prends le PV. PV est égal PR plus R net. Est-ce que le R net, on en a? Le PV est égal PR. PR est égal à combien? PR est égal à 3/5. Je remplace directement le PR par sa valeur. 3/5 du chiffre d'affaires net plus R net plus 13 000 plus R net. Donc je mets comme ça entre parenthèses. Tout ça, c'est le prix des reviens plus R net. Or, le R net, c'est 25% du PR. 25% du PR peuvent s'écrire comme ça, les 25%. C'est 25 sur 100 PR. Donc, quand vous prenez 25 divisé par 100, c'est, je crois, 0,25 PR. Donc, 25 divisé par 100, c'est 0,25 PR. PV égale 3/5 du chiffre d'affaires net plus 13 000 plus 0,25. Entre 0,25 et PR, ici au milieu, il y a la multiplication. Donc, j'ouvre la parenthèse, le PR est là déjà. Donc, je remplace directement le PR par sa valeur. PR égale 3/5 du chiffre d'affaires net plus 13 000. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais rendre ça un peu trop simple. Je vais diviser le 3 divisé par 5. Diviser 3 divisé par 5, ça donne combien? 3/5 chiffre d'affaires net, 3 divisé par 5, c'est 0,6 chiffre d'affaires net plus 13 000 plus 0,25. Et ce qui est entre parenthèses, les 3/5 là, c'est aussi 0,6 chiffre d'affaires net plus, c'est la forme décimale. Hein? Maintenant, on y va. PV est égal à 0,6
chiffre d'affaires net, plus 13 000. Mais là, les 0,25 multiplient tout ce qui est entre parenthèses. Vous prenez les 0,25 multiplié par 0,6. Parce qu'ici, il y a la multiplication. C'est 0,15. 0,25 multiplié par 0,8 chiffre d'affaires net. C'est 0,15 chiffre d'affaires net parce que le chiffre d'affaires net ne disparaît pas. Mais là, vous prenez les 0,25 multiplié par 13 000. 3 250. Qu'est-ce que nous constatons? PV peut s'appeler en d'autres termes chiffre d'affaires. Donc, je peux remplacer directement. Donc, chiffre d'affaires net, 0,6, chiffre d'affaires net, plus 13 000, plus 0,15, chiffre d'affaires net, plus 3 250. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons chiffre d'affaires net, 0,6 chiffre d'affaires net, 0,15 chiffre d'affaires net. Nous allons regrouper les termes en chiffre d'affaires net. Nous avons combien de termes en chiffre d'affaires net? Nous avons premier terme, deuxième, trois termes en chiffre d'affaires net. Et nous avons également les termes indépendants. Nous n'avons que deux termes indépendants. Il y a 13 000 et 3 250. Maintenant, je vais regrouper tous les termes en chiffre d'affaires net. Je vais les regrouper. Nous avons chiffre d'affaires net, c'est le signe d'égalité. Je prends tous les termes en chiffre d'affaires net qui se trouvent de ce côté. Je vais les ramener de l'autre côté. C'est 0,6 chiffre d'affaires net. Quand il change de membre, il change de signe. Il devient moins 0,6 chiffre d'affaires net, moins. C'est 0,15 chiffre d'affaires net. Quand il change de membre, il change aussi de signe. Il devient 0,15 chiffre d'affaires net égale 13 000 plus 3 250. Ça donne 16 250. Nous avons chiffre d'affaires net. 0,6 chiffre d'affaires net. 0,15. Je vais mettre chiffre d'affaires net en évidence. Donc, on aura chiffre d'affaires net facteur de 1 moins 0,6 moins 0,15 égale 16 250. Et quand nous prenons 1 moins 0,6 moins 0,15, ça donne combien? 0,25 chiffre d'affaires net égale 16 250. Je vais maintenant tirer chiffre d'affaires net. Le chiffre d'affaires net peut s'appeler également prix de vente net. Chiffre d'affaires net égal à 16 250 sur 0,25. 65 000. Donc, nous venons de trouver le prix de vente net ou les chiffres d'affaires net. Et quand vous regardez bien, notre inconnu, ce n'est pas le prix de vente net ou le chiffre d'affaires net. Bien au contraire, notre inconnu, c'est le prix des reviens. Là, il faut trouver le prix des reviens. Il faut trouver le prix des reviens. Le prix des reviens égal, par la formule, c'est prix de vente moins R net. Donc, des fois, je peux dire prix de vente ou chiffre d'affaires. Alors, prix de revient égal à prix de vente ou chiffre d'affaires. Prix de vente, c'est 65 000. Et le R net dont on parle, dans les données, c'est 0,25 PR. Là-bas, c'est 0,25 PR. Je crois dans les données, c'est ça ici. 0,25, 25 divisé par 100. 0,25 PR. Alors, nous avons ici PR, 0,25 PR. Je vais regrouper tous les termes en PR. On aura PR. C'était moins 0,25. Quand il change de membre, il change de signe, il devient plus 0,25. PR égale 65 000. Je mets PR en évidence. PR facteur de 1 plus 0,25 égale 65 000. Et quand vous prenez 1 plus 0,25, ça donne combien?
1,25 PR égale 65 000. Mais là, je vais tirer PR, notre inconnu. PR égale 65 000 divisé par 1,25. Ça donne combien? Hein? 52 000. Donc, la valeur finale, c'est le prix des revient, d'autres termes. Ce sont des termes synonymes. Dans notre réponse trouvée, c'est 52 000, c'est la dernière assertion. Nous avons fini.